Bien, donc, nous sommes en direct des studios de RD Guyane, donc 105.1 à Cayenne, 88.4 à Kourou, et également sur Facebook en direct live sur Facebook. On est avec Frédéric Gouenne, qui est psychologue, qui représente aujourd'hui, ce soir, l'association guyanaise des psychologues. C'est ça, Frédéric ? Oui, c'est bien ça, l'AGP, l'Association guyanaise des psychologues, oui. Voilà. Donc, alors, il y a Jean-Marc Fam qui m'appelle sur mon portable. Jean-Marc Fam. Donc voilà, donc c'était juste pour lui rappeler qu'on avait une émission qui commençait à 18h. Donc voilà, on est avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors, on s'était eu il y a 2 semaines à peu près. On avait fait le point, c'était la première semaine de confinement. 2 semaines après, les choses s'allongent, les choses durent. Voilà. Vous nous aviez fait un certain nombre de préconisations, notamment une que j'avais mise en place d'ailleurs avec mes enfants, d'organiser la journée, de créer une répétition dans les journées pour faire en sorte, effectivement, dans ces périodes un peu de confinement, de pouvoir organiser les journées et qu'elles paraissent plus ordonnées et moins longues. Ah, petit souci technique à la maison. Il y a un colibri qui est rentré chez moi et du coup, c'est la panique à bord avec les animaux domestiques. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ça fait partie des choses, effectivement, dans la gestion avec les enfants. Donc, 2 semaines après, au bout de la 3e semaine, Frédéric, il nous a paru intéressant peut-être de faire le point avec vous pour voir un petit peu justement ces gestions de confinement, ces gestions de période de crise sanitaire. Oui, tout à fait. Donc, quand on s'était eu, donc c'était la première semaine de confinement qui arrivait à son terme. Et effectivement, donc on avait plus axé la discussion sur tout ce qui était les différents symptômes qui peuvent apparaître ou on va dire les répercussions en fait du confinement. Donc, ça avait été vraiment une émission qui avait été centrée là-dessus. C'est vrai que 2 semaines plus tard, on peut observer qu'il y a eu la mise en place de pas mal de dispositifs au niveau de la Guyane par rapport justement à cette situation de confinement, parce que il y a eu une première phase un petit peu de sidération, comme on dit dans le langage un peu technique. Donc la sidération, c'est le fait de pas réussir à réagir, d'être un peu bloqué et de trouver comment rebondir en fait. Et c'est vrai que depuis, il y a eu pas mal d'actions et de dispositifs qui ont été mis en place, notamment le numéro d'écoute des psychologues de l'AGP. Donc ça y est, ça a été ouvert, ça fonctionne ? Oui. Alors, on peut rappeler le numéro ? Vous alliez dire le numéro ? Oui, c'est le 0800 444 973, donc 973. C'est un numéro vert, donc c'est un numéro qui est gratuit. C'est anonyme et au bout du fil, donc vous aurez les collègues psychologues qui seront à l'écoute. L'idée, c'est pas de faire de la thérapie par téléphone, mais c'est plus de pouvoir permettre aux gens d'avoir un endroit pour déposer les émotions quand elles sont trop fortes et de pouvoir être orienté de manière, on va dire, éclairée et pertinente, parce qu'il y a quand même des lieux qui restent ouverts et qui restent des ressources malgré le confinement. D'accord. Vous avez donc déjà eu des premiers appels aujourd'hui ? C'est hier qu'il a été ouvert ? C'était hier, il me semble. Ou c'était aujourd'hui ? Oui, non, c'était au début de la semaine, mardi. Donc, c'est une permanence qui a lieu tous les jours du lundi au dimanche de 10h à midi et de 17h à 19h. Pour l'instant, je n'ai pas encore les retours. C'est un petit peu tôt pour faire un premier bilan. Mais c'est un numéro qui a été diffusé très largement, qui a reçu un très bon accueil, puisque les gens étaient contents qu'il y ait quelque chose qui soit spécifique à la Guyane, parce que du coup, des fois, les demandes, quand on appelle la métropole, les numéros verts de métropole, les demandes ne sont pas forcément satisfaites. Donc là, les retours sont positifs en termes d'accueil de ce Alors, j'en profite justement, Frédéric, pour dire à nos auditeurs et nos internautes, notre standard est ouvert justement au 05 94 36 3000. Donc, je répète, 05 94 36 3000. Justement, Frédéric pourra répondre à vos questions. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on s'accorde quelques minutes, au moins 3/4 d'heure, pour pouvoir à la fois avoir des informations de la part de Frédéric sur comment gérer au mieux peut-être cette période de crise et en même temps que vous puissiez justement faire part de vos questions, de vos questionnements.
Joli colibri qui passe derrière toi, Frédéric. Alors. Oui, il est complètement perdu, le pauvre, et je pense qu'il va avoir besoin d'aide pour sortir de chez moi, en fait. Donc, je ne vais pas vous fausser compagnie, mais je crois qu'il a besoin d'aide, le pauvre. Il est désorienté. C'est le confinement, peut-être, je ne sais pas. Donc, alors, Frédéric, quelles sont les questions qui reviennent un peu, justement, au bout de 3 semaines? Quelles sont les questions qui peuvent revenir par rapport à cette période de confinement, par rapport aux enfants, par rapport à soi-même, aux adultes? Quelles sont les choses qui peuvent intervenir? Alors, les questions qui sont beaucoup revenues, c'était beaucoup les effets, en fait. Les gens étaient très inquiets et avaient été en demande d'identifier, en fait, d'avoir des pistes pour pouvoir connaître les effets. Et on m'a beaucoup, enfin, en tout cas, on nous a sollicité énormément, les psychologues, pour pouvoir proposer des conseils. Alors bon, on n'est pas des coachs, donc on ne fait pas du conseil. Par contre, on ouvre des pistes. Donc, il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là, ce qui est aussi quelque chose qui est tout à fait normal dans ce type de situation, parce que donc, on en avait un peu parlé la dernière fois quand on a discuté ensemble. C'est une situation qui n'est pas habituelle, qui est inédite. C'est une situation qui se rapproche d'une situation qui est traumatisante parce que ça touche l'ensemble de la communauté, l'ensemble du pays et j'ai envie de dire même l'ensemble de la planète. Donc, c'est une situation qui fait monter beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et finalement qui crée un vide parce que on n'a jamais été confronté à ça. Donc, tout doit être inventé, tout doit être créé. Et si vous voulez, au niveau de la clinique du traumatisme, c'est ce vide, cette absence d'image, cette absence de représentation qu'on peut avoir sur la situation qui angoisse, qui stresse et qui fait qu'il y a beaucoup de demandes sur quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que les gens perdent leur repère. Vous voyez, on a l'habitude de fonctionner sur une routine quotidienne, on a des automatismes, on a des repères, on a des choses, une temporalité, un rythme. Et le confinement, comme toute situation traumatisante, vient faire exploser cette temporalité, vient faire exploser ses repères et ça nous laisse face à un grand vide. Et c'est ce vide qui si vous voulez, a l'effet traumatique. C'est ça l'impact traumatique dans la situation. D'accord. Marc, tu m'entends? Oui, on t'entend bien, Jean-Marc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Oui, Marc, désolé pour le petit retard. Donc, la question que je me pose pour le grand public, c'est cette obligation que l'État met de confinement, bien sûr, pour sauver des vies, pour se protéger. Mais psychologiquement, comment arriverait-on à faire comprendre aux gens qu'il faut vraiment rester confiné? Parce qu'on voit même que pour des déplacements des fois inutiles, les gens sont sur la route. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de formule magique. Je pense que la majorité des gens ont compris. Enfin, en tout cas, j'espère. La majorité des gens ont compris et ça reste une minorité qui a du mal avec l'autorité de manière générale. Parce que quand on regarde, c'est souvent le même type de public qui déjà en temps normal a du mal à respecter l'autorité et est réfractaire à l'autorité. Donc, il n'y a pas de formule miracle, c'est-à-dire qu'il faut répéter les choses, il faut encourager les gens, il faut les remercier de rester chez eux, faut reconnaître. Je vous ai plus, vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends, on vous entend très bien. Allô? On vous entend très bien. Oui, allô? On vous entend très bien. Oui, le téléphone s'est mis en veille, j'ai cru que je vous avais perdu. D'accord. Non, on vous entend très bien. Voilà. Il faut continuer à remercier la population, à reconnaître les efforts qui sont faits, parce que finalement, quand on regarde, il ne faut pas, si vous voulez, moi je pars de l'idée qu'il ne faut pas se fixer sur une minorité qui crée problème, mais voir ce que la majorité du groupe peut proposer. Et quand on regarde, la majorité reste quand même chez elle. C'est une minorité qui continue à sortir. Et c'est dans cette minorité, quand on regarde de plus près, c'est souvent des gens qui, déjà en temps normal, ont des difficultés avec l'autorité. D'accord. C'est la difficulté. Est-ce qu'elle n'est pas dans la durée du confinement? Parce que ça dure 15 jours, on a remis 15 jours. Là, on aura une intervention du président de la République bientôt. Mais l'Élysée a déjà confirmé la prolongation ce soir d'un confinement. Est-ce que c'est pas sur la durée qu'on va plus trouver des difficultés psychologiques ou qu'on risque de trouver des difficultés psychologiques?
Oui, bien sûr, bien sûr. Plus le confinement va durer et plus forcément les effets et leur intensité vont augmenter. Ça, c'est assez logique. Après, ce qu'il faut retenir, c'est pas un confinement qui est strict. C'est-à-dire que on est dans une situation de crise sanitaire, on nous demande de rester à la maison, mais on nous autorise quand même des déplacements, ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. Faut le garder en tête. Faut garder en tête qu'effectivement, c'est une situation qui crée beaucoup d'insécurité au niveau des émotions et au niveau de tout l'imaginaire, mais que concrètement, le risque vital, il est là, mais c'est pas en sortant du pas de sa porte qu'on va tomber comme des mouches, si vous voulez. Et c'est pas une situation où il y a une insécurité civile, c'est-à-dire que dans des pays qui sont en guerre, par exemple, où les gens sont confinés, le confinement va être beaucoup plus compliqué à vivre parce que il y a le stress de sa vie qui est en jeu, parce qu'une personne peut rentrer chez vous, une bombe peut exploser à côté de votre maison, les effets seront beaucoup plus importants. C'est vrai que là, on est dans un confinement qui est partiel, avec des sorties qui sont autorisées, et du coup, bien sûr, plus le confinement dure longtemps, plus forcément, les tensions dans les foyers vont augmenter, le fait de ne pas avoir d'activité et de contacts sociaux va aussi augmenter le stress et Comment on peut évacuer ce dépressifs. stress? Justement, on n'a pas le droit de sortir. Enfin, on demande de limiter les sorties même pour faire du sport. Quelles sont les manières de faire évacuer ce stress, Frédéric Cohen? Alors, je vais vous donner une réponse de psychologue. Je vais vous dire, il faut parler, tout simplement. Enfin, tout simplement. La parole est très importante. Et d'ailleurs, quand on fait la prise en charge de personnes qui ont vécu des traumatismes, plus tôt on peut faire parler les personnes, et mieux c'est. L'idée, c'est de continuer à utiliser des mots pour pas rester sidéré, justement, pour pas rester dans le vide, pour pas rester dans un endroit ou dans un espace où il n'y aura pas de mots. Donc, la première chose, c'est qu'il faut parler. Je me sens énervée, je me sens stressée, j'ai peur, je le dis. D'accord? Je le dis soit avec les gens qui sont autour de moi, s'ils sont capables de l'entendre et de pouvoir partager avec moi, ou je le dis. Alors, il y a beaucoup. Alors, au niveau des choses qui se sont beaucoup développées, notamment, ce sont les réseaux sociaux et les groupes de soutien. Ça, c'est important. Je vais créer un groupe et puis les gens adhèrent et puis chacun partage son émotion ou son expérience. Ça, ce sont des choses qui peuvent faire diminuer l'angoisse. Ça, ce sont de bonnes pratiques. Il faut aller dans ce sens-là, échanger avec sa famille, échanger avec ses proches, échanger avec ses amis au maximum, avec les réseaux sociaux, avec les visioconférences. Ça, ce sont de bonnes pratiques que l'on a développées et que vous recommandez effectivement. Ce sont de bonnes pratiques. Et la plupart des personnes avec qui vous allez discuter vont vous dire, finalement, j'ai plus de contact avec un tel qui est plus éloigné, je lui parlais plus beaucoup, mais on s'est remis à beaucoup parler. Parce que on a besoin de ce contact-là, et c'est, on va dire, un des facteurs qui est anxiolytique, c'est-à-dire qui permet de faire diminuer l'anxiété. Quel conseil vous apporterez aux familles on a parlé beaucoup d'EHPAD, mais qui ont des gens justement à l'EHPAD, à Cayenne ou même dans les communes, ces personnes âgées, nos parents, nos mamans, qui sont éloignés de nous et qui sont des fois seuls. Comment justement ce stress, vous en parlez, comment justement les familles et aussi les personnes âgées, comment on peut faire un lien pour, à part le numérique, est-ce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui? Vous avez le numérique, vous avez l'écrit aussi, parce que si vous avez peur de contaminer votre gangan, vous pouvez quand même lui laisser une lettre dans sa boîte aux lettres. Hein. Le virus, il est actif quelques heures, pas plus, quand il n'est pas, on va dire, incubé dans un corps. Donc, on peut écrire aux gangans, on peut leur déposer des courses, on peut déposer de la lecture pour eux. Ça, c'est du lien. L'idée, c'est de maintenir le lien pour eux. Hein, et surtout qu'ils sont particulièrement vulnérables parce que physiquement, leurs défenses sont moins fortes que les personnes d'âge mûr, bien sûr, mais aussi psychiquement, voilà, ils sont plus facilement sujets au stress et à l'anxiété. Donc, maintenir un lien quotidien, régulier, pouvoir garder le lien aussi avec des choses, voilà, comme des lettres, puisqu'en plus, à l'époque, quand ils étaient jeunes, je crois qu'ils fonctionnaient plutôt de manière épistolaire, des choses comme ça. Gardez le lien. Gardez le lien. Je reviens, excuse-moi Marc. Et peut-être juste par rapport aux personnes âgées, garder le lien avec vraiment une routine bien séquencée parce que ça les rassure.
se dire ok mamie, mais je te rappelle demain à telle heure, et de rappeler tous les jours à la même heure, parce que du coup elle sait que vous allez rappeler. Par contre, si vous lui avez promis, il faut le faire. Il faut pas la laisser stresser, de se dire oh là là, m'a pas rappelé, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a eu un souci ou quoi. On voit aussi dans certaines familles que le télétravail, Frédéric, devient une difficulté. Les premiers jours, c'était, voilà, on s'y mettait, la deuxième semaine, mais là, on voit que ça commence à être compliqué pour certaines personnes, le télétravail avec les enfants à la maison, avec les tâches ménagères, la cuisine et autres. Justement, ces personnes aussi qui font avancer aussi au niveau professionnel. Quels conseils que vous pouvez nous donner pour ces personnes? Alors non, moi je ne donne pas de conseils. Un jour, oui, à chaque fois, Frédéric le répète bien. Ils valent ce qu'elles valent, mais je suis pas au-dessus en position de savoir tout puissant. Donc on ouvre des pistes, peut-être pour comprendre en fait pourquoi ça devient compliqué. Peut-être parler des différentes phases qui existent dans le traumatisme en fait, quand on est dans une situation traumatisante. Il va y avoir la première phase immédiate qui est un stress immédiat. Donc là, ça va être de l'incrédulité, donc on n'y croit pas trop. Il va y avoir de la sidération, ça veut dire on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à imaginer, à se projeter. Des fois, il va y avoir des phases de repli comme ça un peu sur soi. C'est ce qu'on a pu observer à mon avis depuis les 2 semaines et demie qui sont passées. Donc le premier choc, non, c'est pas possible, on n'est pas en train de vivre ça c'est de l'incrédulité. Ou bien la sidération. Les gens, ils savaient plus quoi dire, ils savaient plus quoi faire, ils savaient pas comment réagir. La deuxième phase du trauma, c'est celle qu'on appelle la phase de stress aigu. Dans la phase de stress aigu, c'est là où vraiment le choc émotionnel et l'impact émotionnel va être le plus important. Donc, on va avoir des montées d'angoisse. C'est la phase qu'on vit en ce moment, probablement, c'est ça, Frédéric? Ça dépend, chacun peut la vivre à un stade différent, à un moment différent. C'est ça. D'accord. Exactement. Chacun est réceptif et vit le stress différemment. Chacun met en place des choses différentes. Donc, c'est pas forcément tout le monde en même temps qui va vivre les mêmes choses. Vous voyez ? D'accord. Et donc, dans cette phase-là, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Donc, dans la phase de stress aigu, voilà, c'est le choc émotionnel finalement. C'est là où les émotions vont être le plus fortes. On va avoir de l'agitation, des angoisses. On va avoir comme ça des ruminations aussi. Ce qui vont se traduire par exemple par de l'insomnie parce qu'on n'arrive pas à dormir, on a eu trop d'infos pendant la journée, on est trop stressé, on imagine le pire pour l'avenir. Il y a la question aussi des deuils qui sont impossibles à faire. Hein. Je vous rappelle quand même que dans cette situation de crise sanitaire du Covid, les deuils ne peuvent plus être menés comme on a l'habitude, les rituels funéraires. On enterre directement les personnes au bout de quelques heures après le décès. Et les familles n'ont quasiment pas le droit de voir les corps. Donc ça, c'est extrêmement violent. Et il faut savoir que ce soit un patient qui soit Covid ou un patient qui soit décédé d'une autre cause, quelle que soit la cause du décès actuellement, on enterre les morts très rapidement. Et ça, c'est une violence extrême parce que les gens ont besoin de faire leur deuil, en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne à laquelle appartient majoritairement la Guyane, puisque on a quand même d'autres religions aussi. C'est très compliqué parce qu'on a l'habitude de veiller les morts, on a l'habitude de faire des cérémonies et finalement de porter le passage de l'esprit dans l'autre monde ou vers un au-delà. Alors, quelle piste là vous pouvez nous donner par rapport à cette situation-là, justement ? Il n'y a pas de piste à donner. C'est-à-dire que là, on le vit comme on peut. Et il faut se dire que quand ce sera fini, autre chose va renaître et on pourra proposer le rituel qu'on n'a pas forcément pu faire au moment du départ du défunt. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des grandes veillées avec des prières, mais on peut quand même se retrouver par visioconférence, ensemble pour prier, pour en tout cas développer sa spiritualité, parce que tout le monde ne prie pas, tout le monde n'est pas dans une religion, mais en tout cas pouvoir donner cours à sa spiritualité. Et je pense qu'il faut garder cette idée-là, même si on est à distance. Alors, donc là, on était dans le stress aigu. Je rebondis sur ce que vous dites, Frédéric. Effectivement, par exemple, dans ma famille un peu élargie, on s'est dit, voilà, tous les anniversaires qui tombent au mois de mars-avril, on les fêtera tous ensemble à un moment donné, une fois qu'on sortira du confinement. C'est un peu ça l'idée que vous reprenez, enfin que vous donnez pour aussi le deuil, par exemple. Ça serait ça. Ça serait de se dire qu'on peut se faire une veillée
après, une fois qu'on sera sorti du confinement, on va retrouver cette Exactement. veillée qu'on n'a pas pu faire pendant la période de confinement. Par exemple, et comme ça permet de garder vraiment l'idée principale de porter l'âme vers l'au-delà. Pour l'instant, effectivement, c'est compliqué, mais c'est pas parce qu'on peut pas le faire maintenant que ça peut pas se faire du tout, en fait. D'accord. Et après, ça permet aussi de se projeter vers l'avenir, parce que dans cette deuxième phase de stress aigu, il y a aussi cette idée qu'on n'arrive plus à se projeter. On se dit c'est foutu. Il y a des grandes phases de désespoir aussi qui peuvent apparaître. Et du coup, se dire que ben voilà, on fêtera tous nos anniversaires, on fait un gros painting là quand tout est terminé, ça permet de tenir, ça permet d'avoir une accroche au-delà et une accroche pour le coup là positive. D'accord. Et la troisième phase du coup, c'est la phase de stress post-traumatique. Donc là, qui intervient quand la situation, on va dire, de stress et la situation traumatisante est terminée. Donc, quand on va sortir du confinement, il peut y avoir voilà, des choses qui restent encore présentes pendant un certain temps ou qui s'expriment à ce moment-là, parce qu'on peut avoir très bien réagi pendant tout le confinement. Quand le confinement s'arrête, on peut décompenser. En psychologie, décompenser, ça veut dire, comment le dire de manière populaire, ça veut dire péter un câble, ça veut dire craquer. Craquer, d'accord. Mais craquer après. Parce que pendant la crise, ben on tient sur ses forces, sur ses ressources. Et puis après, une fois que la crise est terminée, à ce moment-là, on craque. Ça peut arriver. C'est pas forcé. Oui, non, mais ça peut arriver. Des choses qui peuvent arriver. Mais du coup, il faut être préparé. Il faut se dire que, une fois qu'on va nous dire, OK, Banco, vous pouvez sortir de chez vous, retourner à la piscine, à la plage, au jogging, au foot. La vie va mettre du temps à reprendre un cours, on va dire, ordinaire et rassurant. Il va y avoir quand même plusieurs semaines, peut-être des mois même, où les gens seront encore pas très bien et où il y aura encore des répercussions avec des conduites, on appelle ça d'hypervigilance. Ça veut dire regarder ce que les gens font dès qu'ils toussent, se sentir agressés. Il va y avoir les manifestations de répétition aussi dans le trauma. Ça va être les flashbacks. On va se rappeler un moment qui a été particulièrement difficile. Les cauchemars aussi, les reviviscences comme ça, les moments qui reviennent et qui sont de l'ordre de la répétition. Sans compter les conduites d'évitement, c'est-à-dire les gens qui ont été tellement stressés par quelque chose qu'ils arrêtent totalement de faire alors qu'ils le faisaient avant. Donc ça, ce sont les trois phases. Et pour répondre à la question de Jean-Marc, effectivement, je pense, la plupart des gens actuellement sont entre la phase 1 et la phase 2. Donc on commence à avoir plus de tension, plus d'énervement, ça commence à être plus compliqué à gérer. Là, c'est vraiment l'idée de la temporalité qu'il faut garder. Il faut garder un rythme dans la journée. Donc, ne pas se laisser déborder. Donc, faire un petit emploi du temps avant de se coucher, se dire, OK, demain, quand on se réveille, on va faire ci, on va faire ça, etc. Et là, donc, par exemple, sur la structure sur laquelle je travaille, on est en train de travailler pour aider les familles à proposer un temps de travail commun, par exemple. Maman se met sur son travail avec l'ordi ou le téléphone pendant que les enfants, eux aussi, sont en train de faire leurs devoirs. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui regarde la télé ou qui écoute la musique à fond, on a besoin de crier ou de regarder. Ça permet d'avoir un temps commun où tout le monde fait la même chose au même moment. Donc, ça peut des fois permettre de gérer cette complexité du télétravail. D'accord. Donc, dans ce que vous dites, Frédéric, qui est très important, c'est que si vous sentez que vous êtes dans cette phase un peu de sommeil, vous avez de la difficulté à dormir ou alors au contraire, vous vous réveillez en pleine nuit, si vous vous sentez un peu de plus en plus difficile à travailler en télétravail, c'est tout à fait normal. C'est dans cette période de crise que vous avez appelée, dans cette phase-là, puisque c'est effectivement une période particulière que nous vivons. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut pouvoir parler pour soulager surtout. Et puis, on rappelle qu'il y a un numéro justement qui a été mis en place par l'Association guyanaise des psychologues. Vous rappelez le numéro, Frédéric, pour ceux qui sont en voiture? Le 0800 444 973 973. 0800 444 973. Voilà, donc qui est spécifique à la donc là, qui est un numéro gratuit, qui, au bout du fil, vous aurez un psychologue de l'association. Qui est anonyme. Exactement, un psychologue bénévole qui exerce en Guyane, donc qui connaît le tissu guyanais et qui, peut-être même si vous avez un peu de chance, parlera créole ou portugais ou la langue
qui vous conviendra pour exprimer vos émotions. Donc ça, c'est pas dit, hein, mais si vous avez de la chance, demandez quand même. Et qui permettra de vous orienter. Alors, c'est pas des suivis, hein, je répète, on fait pas de la thérapie par téléphone, mais ça permettra d'orienter vers les dispositifs pertinents qui sont quand même fonctionnels pendant le confinement. Sur ces orientations pertinentes, on est à la maison. Vous parlez de la télévision tout à l'heure. On regarde beaucoup les informations ici en Guyane, de plus en plus. On a entendu beaucoup de choses, hein, par-ci et par-là, des ministres, des émissions sur les chaînes nationales. Quel comportement, justement, je ne demande pas un conseil, mais quel comportement on doit adapter à la maison, justement, entre les parents et les enfants sur ces informations, sur le Covid-19. On peut perdre la tête par moment sur beaucoup d'informations. Oui, alors ça, c'est la question, elle est pertinente parce que déjà, la première chose, et j'ai envie de dire que ce soit en situation de crise sanitaire Covid, mais aussi en temps normal, il faut vraiment au maximum limiter l'exposition aux écrans. Donc, quand on parle d'écran, c'est l'ordinateur, la télé, le téléphone portable, la tablette, d'accord? En tout cas, pour les enfants. Il y a un psychologue qui s'appelle Serge Tisseron qui a pensé comme ça, on appelle ça la règle du 3, 6, 9, 12, en mettant à chaque âge combien de temps de télé peut être intéressant ou peut être néfaste, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place de la télé. Je pense que ça peut être une bonne base pour les parents. Là, donc, on est tous enfermés à la maison. Donc, déjà, il faut éviter de passer son temps sur les réseaux sociaux à lire et regarder toutes les vidéos, plus ou moins loufoques, plus ou moins vraies, qu'on reçoit, parce que sinon, on se fait envahir et puis on fait un burn-out. On appelle ça un burn-out cérébral, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Le cerveau, il ne peut plus emmagasiner toutes les infos et puis toute cette lumière constante. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre d'accord sur un emploi du temps pour la télé, de se dire que, oui, les petits, peut-être 7, 10 ans, ils auront envie de regarder des dessins animés à un moment, leur dire que leur tranche, c'est de telle heure à telle heure, que les grands, ils regarderont la télé de telle heure à telle heure, et peut-être aussi de se proposer des temps de télé commune. On peut regarder des choses ensemble. Il y a des programmes qui existent pour les parents et pour les enfants. Et au contraire, ça crée du lien. On peut échanger dessus et on n'est pas tous enfermés, chacun devant notre écran. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Non, mais la question était aussi sur les informations sur le Covid, hein, qu'on reçoit sur les informations. Hein. Moi, je parlais aussi des informations qu'on avait. Oui, éviter de regarder ces infos en boucle qui font monter le stress ou finalement on a l'impression qu'on ne va pas en sortir. C'est ça, Jean-Marc. Oui, c'est ça, alors, exactement. Après, si vous mettez en place un emploi du temps de télé ou d'allumage de télé, de toute façon, vous ne serez pas exposé en continu. Donc déjà, là, vous avez une première réponse. Et la deuxième réponse que j'ai envie de vous donner, qui est très simple, vous voulez une information qui soit claire, qui soit précise, vous allez sur les sites d'information officiels, sur les sites d'information des services de l'État. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, comme ça, quelque chose d'assez réfractaire par rapport à ce qui peut venir de l'État, en sous-entendant que peut-être on nous ment, on nous dit pas tout, etc. Mais je pense que voilà, il faut pas compliquer plus les choses. Vous allez chercher l'info sur les sites officiels. Vous avez les grandes radios nationales françaises, donc RFI, France Inter. Vous avez les sites gouvernementaux. Là, vous avez l'info. Elle est juste, elle est actualisée. Pas la peine de se casser plus la tête que ça, je pense. Et vous avez le site de l'Institut Pasteur, éventuellement. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric, par exemple, que ça ne sert à rien d'aller regarder en permanence les infos? Il faut peut-être, par exemple, se dire, allez, je vais regarder les infos le midi ou le soir, ou je vais me donner un certain moment où regarder les infos, parce que finalement, regarder les infos tout au long de la journée, c'est un facteur de stress. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, facteur de stress, je ne sais pas, mais quand vous regardez ou vous écoutez la radio toute la journée ou vous regardez la télé toute la journée, au bout d'un moment, il y a une saturation. Vous n'arrivez plus à emmagasiner. Hein. C'est comme quand on fait une indigestion. Trop, c'est pas bon. Donc, du coup, oui, il faut filtrer. Et filtrer, c'est en fonction de chacun. Il y a des personnes qui sont capables d'emmagasiner une énorme quantité d'informations. Ils vont la digérer et se sentir bien avec. Il y en a d'autres, 2-3 minutes de télé, ils vont se sentir oh là là, c'est pas possible, c'est la fin du monde. C'est vous. Il faut que chacun, et c'est peut-être aussi une période qui peut être riche, ce confinement, parce que chacun de nous va être obligé de se mettre un peu à l'épreuve, aller tester ses limites, aller voir en fait finalement qu'est-ce qu'il arrive à supporter ou qu'est-ce qu'il n'arrive pas à supporter. Parce que finalement, dans les temps normaux,
on est dans notre routine, on a une zone de confort et finalement, on finit par faire les choses de manière automatique, on n'y réfléchit plus trop. Là, le confinement nous oblige à nous poser des questions sur nous, à réfléchir sur notre organisation familiale, sur comment on communique les uns avec les autres, sur finalement, je pensais que ça allait bien, mais en fait, je me rends compte que c'est pas si top que ça. Quand je m'en rends compte, est-ce que j'ai les ressources pour essayer de modifier les choses? Auquel cas, super. Si j'ai pas les ressources, peut-être que quand ce sera fini, il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. D'accord. Très bien. Oui, Marc. Oui, sur la famille, on a vu les difficultés, on a vu aussi les bonnes idées que les familles aujourd'hui ont. Comment justement faire perdurer ça, peut-être dans l'avenir, après ce confinement? Parce que le travail va reprendre, l'école va reprendre, les activités de sport vont reprendre. Justement, comment on peut justement garder, par exemple, ces repas en famille ou ces moments passés à la télé ou ces jeux de société ou autres? Alors là, pareil, il n'y a pas vraiment de méthode, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Ça va être un peu chacun va garder de cette crise sanitaire quelque chose. Que ce soit une empreinte juste au niveau mnésique, donc une trace au niveau de la mémoire, et puis on en reparlera dans le reste de notre vie. D'autres vont garder une trace qui sera mnésique, mais qui sera vécue aussi. Et les gens, peut-être, auront envie de changer certaines choses, d'accord? Après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont moteurs dans une famille. On appartient tous à des systèmes familiaux plus ou moins compliqués, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins équilibrés. Il y a des moteurs. Et peut-être que, voilà, il y aura une personne moteur qui va dire, maintenant ça, essayons de le faire. Ça, c'est vraiment, on peut pas spéculer sur ce qui va se passer après. Parce que ça dépend de comment ça va se terminer. En Guyane, ça va dépendre de quel impact va avoir le Covid aussi, parce que c'est vrai qu'on voit en Chine ce qui a pu se passer, on voit en Italie, en Espagne ce qui se passe. C'est extrêmement violent. Les gens le prennent vraiment de plein fouet, de manière très violente, très brutale. Ça va forcément laisser des séquelles. Maintenant, on ne peut pas présager de dire « Ah, c'est sûr, la solidarité va se poursuivre ». On ne sait pas. Ça va dépendre, j'ai envie de dire, des ressources de chacun, de l'intelligence de chacun. D'accord. Frédéric, par rapport aux pays qui ont eu un peu d'avance sur nous en termes de gestion de cette crise, par exemple en Chine, est-ce que vous avez des retours de qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois, au bout de 2 mois? Est-ce que ça peut permettre aux uns et aux autres de mieux gérer aussi cette période-là, de savoir comment faire? Est-ce que vous avez des retours au niveau Alors, des retours, oui. Donc, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que donc moi, je suis spécialisée dans la psychologie du traumatisme. Du coup, la période qu'on vit, c'est une période qui est particulièrement intense et particulièrement riche en termes d'informations pour moi. Et c'est vrai que il y a certaines études déjà qui ont pu sortir des chiffres. Il faut savoir. Là, ce sont les garçons qui jouent, désolé. Oui, c'est normal. Il faut savoir que au niveau de la Chine, ils sont dans la crise du Covid depuis le mois de novembre. Les premiers cas ont été diagnostiqués au mois de novembre. Et c'est vrai que le confinement est arrivé mi-décembre ou fin décembre, avec un confinement extrêmement strict et extrêmement sévère. Parce que, effectivement, la Chine, en termes de rapport à l'autorité, ça n'a rien à voir avec la France, on est bien d'accord. Et du coup, ils ont pu commencer à faire des études. Donc, ce qui ressort, c'est que ils ont les personnes confinées au sortir du confinement. Donc, il y avait beaucoup d'anxiété, des dépressions, des comportements d'évitement et beaucoup de somatisation. Alors, la somatisation, c'est les petits bobos. Vous savez, oh là là, j'ai mal au ventre. Oh là là, j'arrive plus à bouger le bras. Oh, j'ai un bouton qui pousse ici. Oh, c'est bizarre, mes rhumatismes que je sentais plus depuis plusieurs années, d'un seul coup, sont réapparus. En fait, ça, c'est notre corps qui nous montre qu'au niveau psychique, on est fragile. C'est la manière dont le corps nous envoie des petits signaux comme ça, des petits signaux pour nous dire, attention, là, il y a un truc, je ne suis pas très à l'aise. Ils ont mis en évidence aussi au niveau de la population chinoise que les signes de détresse psychologique étaient plus importants chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y avait quelque chose de cette idée-là. Après, ça a été, on parlait tout à l'heure des 3 phases du trauma. Ils ont mis en évidence qu'il y avait eu plus de stress modéré, donc on va dire dans la 2e phase,
que vraiment de cas sévères. Il n'y a pas eu beaucoup de cas sévères, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de gens qui sont montés dans des choses où vraiment ils n'ont pas pu gérer du tout. Vous voyez. D'accord. Et c'est vrai qu'après, voilà, comment ils ont pu utiliser ça de manière pertinente et qu'est-ce qu'on peut en retirer, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'ils ont vu que les gens qui avaient beaucoup de liens avec la famille via les réseaux ou s'ils ouvrent la fenêtre pour parler au voisin qui est 3 bâtiments plus loin, ces gens-là avaient mieux vécu en fait la situation de confinement. Ils ont vu aussi que le fait d'être remercié pour les efforts, de rester chez vous, merci, d'être reconnu en fait dans cet effort que chacun est en train de produire, avait eu aussi des effets bénéfiques sur la mise en place ou non de stress aigu. Voilà. Et ils ont aussi permis de montrer que des fois, voilà, pour faire diminuer une situation de stress, il faut vraiment cibler les situations, il faut faire des interventions ciblées. Et de sentir que là, voilà, la personne, elle n'est pas bien, on va aller auprès d'elle, on va faire quelque chose d'un petit peu plus renforcé, alors qu'une autre gérera mieux. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qui, du coup, maintenant peuvent être réutilisées dans la vague, puisque la vague s'est déplacée comme ça vers l'ouest. Elle est partie d'est vers l'ouest, et du coup, ce sont des petites choses que les gouvernements, j'espère, utilisent, ou en tout cas, les personnes qui travaillent sur la santé psychique. Voilà, donc vous avez parfaitement raison, Frédéric. Donc on le rappelle, hein, au-delà du personnel de santé qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner si nous sommes malades, si on a chacun un rôle à jouer, hein, à la fois en restant confiné pour ne pas compliquer les choses et pour ne pas rajouter et pour ne pas participer à cette propagation du virus. On a aussi un rôle à jouer dans ces liens sociaux que l'on peut avoir en appelant nos amis, en appelant nos gangans, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, en s'appelant les uns les autres, en utilisant ces systèmes qui maintenant nous sont familiers de visio pour pouvoir continuer à partager, continuer à échanger, pour faire en sorte de faire baisser ce stress par des discussions, par des communications. Et on va pas trop tarder parce qu'on va vous laisser effectivement avec votre fils. Parce qu'on sait bien qu'au bout d'un certain nombre de minutes, ça commence. Je suis arrivée à l'heure limite là, de capacité. Alors, c'est important ce que vous dites, Marc, dans le sens où, effectivement, la différence entre le confinement, c'est vrai qu'au départ, quand on entend un petit peu les différents discours officiels qu'il y a pu y avoir, au départ, c'est parti sur l'idée de confinement. Le confinement, ça angoisse parce que c'est l'idée que je suis seule, en fait. Je suis enfermée, je suis seule. Et ensuite, les officiels sont passés sur un discours un peu différent où il y avait la notion de « on est en guerre ». Et cette notion d'on est en guerre, même si c'est un mot qui est violent, qui fait peur, c'est un mot qui rassemble quand même. Parce que si on est en guerre, c'est que nous tous, on est concernés. C'est pas moi tout seul confiné dans ma maison, qui suis seul au monde, etc. C'est que on est en guerre, donc c'est tout le monde qui, à son niveau, peut faire quelque chose. Faut pas croire que parce qu'on n'est pas en première ligne dans les hôpitaux ou en première ligne derrière un téléphone et qu'on est spécialiste de la santé psychique, on n'est pas utile. Je suis utile parce que je reste chez moi, je suis utile parce que j'essaye d'organiser la vie à la maison, de donner une structuration, je suis utile parce que je porte les autres quand je sens qu'ils sont pas bien, je suis utile parce que finalement je me redécouvre, ça aussi, hein, on peut aussi se donner des mini objectifs, hein, se dire que redécouvrir quelque chose de nous, ça peut être aussi une chose qui peut jaillir de ce confinement, de cette situation-là. D'accord. J'étais sur la dernière question, avant de laisser Gwen, Fred, sur l'avenir. Est-ce que aussi vous préparez un peu déjà le terrain pour certaines personnes, surtout pour les enfants, la rentrée des classes? Comment vont-ils se comporter? Comment faut-il se comporter? Attends. À quelle heure il dure ton appel? Bientôt, j'ai bientôt fini. Pardon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à se projeter vers l'avenir. Donc, il faut rappeler aux enfants que on n'est pas en vacances, l'école va reprendre. Il faut continuer à faire des liens avec ce qui va arriver. Maintenant, comment on prépare les gens? Moi, pas spécialement. Je prépare les gens en continuant à parler et à ne pas les laisser sans mots dans le vide, tout simplement.
Je prépare les gens en continuant à parler. Ah, et tiens, t'as fait quoi aujourd'hui? Ok, d'accord. Et ça va toi sinon? Ok. C'est le lien. Ce sont les mots. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on ait des ambitions, se dire que il faut mettre en place des cellules de crise, il faut mettre en place quelque chose d'hyper structuré. Il faut juste garder du lien et garder les mots. Et je pense que si on arrive à garder ça et qu'on arrive à continuer, comme disait Marc tout à l'heure, c'est l'idée de on fêtera tous nos anniversaires, on fait un grand pain, on fait une fête, mais alors là, les voisins, ils vont plus en pouvoir faire. Donc, on va faire la fête. Ça nous tient, ça nous accroche quelque part un petit peu plus loin, au lieu de nous laisser suspendus dans un moment d'incertitude. Vous voyez, ça fait diminuer la sécurité. Il faut continuer à parler. Et quand on sent que, j'ai parlé à un tel, j'ai parlé à l'autre personne, j'ai appelé, ça reste compliqué pour moi, à ce moment-là, vous avez le numéro vert, où vous pouvez avoir une écoute qui va être peut-être plus spécifique, plus empathique et plus, on va dire, professionnelle. Et peut-être que ça pourra aussi vous faire du bien. Très bien. Très bien. Merci Fred. Marc, pas de souci. Oui, je te laisse terminer. Merci beaucoup en tout cas Frédéric. On rappelle ce numéro qui a été mis en place par l'Association guyanaise des psychologues. Donc c'est le 0800 444 973. Voilà, 444 973. De toute façon, il sera également visible sur la page Facebook de RDI. Et donc, n'hésitez pas, il y a un ensemble de professionnels, de psychologues qui se mettent à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider à trouver les bonnes solutions ou à parler, comme le disait Frédéric, pour pouvoir vous aider à vivre cette période de crise sanitaire, de confinement. Merci beaucoup Frédéric Gouen. Merci encore de nous avoir accordé ce moment. Et puis, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci Jean-Marc. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci. Une prochaine émission de Soif de Partage sur RDI Guyane. Merci Marc. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée Fred. Bye bye. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.